Tous et à toutes. Merci aux humains qui sont là. C'est précieux pour moi, notamment pour des raisons dont je vais un peu parler dans cette conférence. Merci donc de me faire confiance, de m'inviter pour la 4e fois. Je suis toujours un peu étonné. Ils me réinvitent. Donc, comme je l'avais dit dès la première fois, je me sens évidemment complètement complexé devant un public d'ingénieurs et de futurs ingénieurs, puisque je ne connais rien à vos domaines. Ce que je fais, j'ai du mal à prétendre que c'est de la science. Donc voilà, beaucoup de complexes au départ. C'est pas évident, mais puisque vous m'invitez et que vous me faites confiance, j'y vais. Et si on me donne un micro, je le prends. Donc, alors aujourd'hui, je m'aventure donc vraiment encore plus sur un terrain qui n'est pas le mien, qui est celui des techniques. Et je suis arrivé donc avec cette question: quelle technique pour des sociétés post-croissance? Alors pourquoi je pose cette question? Qu'est-ce qu'elle signifie d'abord? C'est de la clarifier, donc clarifier au moins 2 des termes. Qu'est-ce que c'est qu'une société post-croissance? C'est une société qui serait libérée de l'impératif d'une croissance économique continue. Une société qui pourrait se reproduire ou se perpétuer sans forcément générer de la croissance économique. Alors actuellement, ce n'est pas ce qu'on connaît. Nous vivons dans des sociétés de croissance, et c'est le cas à peu près partout sur la planète aujourd'hui pour l'ensemble de l'humanité. Sociétés de croissance, c'est-à-dire des sociétés dont la stabilité dépend de leur capacité à générer justement de la croissance économique. Alors, à noter peut-être tout de suite, même si j'y reviendrai à la fin, mais que c'est une exception historique. On est, vous et moi, y compris les plus vieux, on est nés dans des sociétés de croissance, donc on va vivre les sociétés de croissance comme l'évidence, comme quelque chose inscrit dans la nature des choses. Dès qu'on fait un peu d'histoire, notamment l'histoire de la croissance économique, on découvre que c'est un phénomène finalement extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité et extrêmement localisé à l'Occident au départ. Ça démarre à peu près, on peut dire 17e et surtout 18e siècle, mais avant, il n'y a à peu près rien qui ressemble à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres sociétés humaines, donc les sociétés les plus nombreuses depuis le début de l'humanité, ont vécu selon d'autres principes, mais pas ceux-là. Et puis, par rapport à la question de la durabilité qui nous intéresse un peu, parfois avec quand même un succès assez indéniable, en tout cas par rapport à notre civilisation, qui pour l'instant n'a que 2 ou 3 siècles d'âge. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la croissance? Donc ça, par contre, c'est un phénomène auquel on s'intéresse d'un peu plus près dans mon école qu'ici, sans doute. En rappel, la croissance économique, c'est l'augmentation durable, continue, de la quantité de biens et de services ayant une valeur monétaire, ce qui n'est pas monétisé, n'est pas pris en compte dans la croissance. Donc, les biens et les services, leur augmentation, produits sur un territoire donné, le territoire du Québec, le territoire du Canada, ou pourquoi pas le PIB mondial qui est aussi calculé. Le PIB donc étant un peu l'indicateur, c'est pas le seul indicateur, mais c'est le principal indicateur de cette croissance. Si on veut simplifier les choses, on pourrait dire que la croissance, c'est finalement notre capacité à produire toujours plus de marchandises et à les vendre. S'il n'y a pas vente, il n'y a pas de croissance. Il faut non seulement produire, mais vendre. Alors, ce qu'il faut reconnaître d'emblée aussi, c'est que quand cette croissance ralentit ou s'arrête, ça va effectivement mal dans nos sociétés. C'est pour ça qu'on parle de société de croissance. On en est vraiment dépendant, en fait. Alors, un des symptômes des désagréments d'une décroissance imposée, forcée, qu'on appelle plutôt donc une récession ou une dépression, c'est notamment des gens qui se retrouvent au chômage de façon massive, avec tous les effets sociaux collatéraux qui viennent avec, mais c'est aussi les caisses de l'État qui finalement diminuent, s'appauvrissent, et donc on a des États qui sont beaucoup moins capables d'exercer finalement leur responsabilité que lorsque ça va très bien, quand il y a beaucoup de croissance, on a effectivement un trésor public qui se remplit. Donc c'est ça une société de croissance. Donc, et quand il n'y a pas de croissance, ça va mal. C'est assez dramatique. Alors il faut tout de suite écarter d'ailleurs un des petits jeux de nos adversaires avec cette idée. Quand on parle de décroissance, on parle d'une décroissance qui serait volontaire, qui serait assumée, une sortie volontaire de ce modèle-là. Ce qu'on a vécu, par exemple, en 2020, c'est une récession, c'est-à-dire une forme de décroissance forcée, absolument pas voulue, avec tous les effets négatifs qui peuvent venir avec. Voilà, alors ça, c'était pour rappeler ce que c'est que la croissance. Pourquoi en appeler, comme je le suggère dans mon titre, pourquoi en appeler à des sociétés post-croissance? Alors même que je viens de reconnaître que nos sociétés étaient fortement dépendantes à la croissance, comme une bagnole est dépendante au pétrole, encore dans la majorité des cas aujourd'hui. Donc pourquoi en appeler à des sociétés de post-croissance? Pour essentiellement 3 raisons.
que j'ai eu l'occasion de présenter ces dernières années dans le cadre de ces interventions. Mais très rapidement, je les rappelle. Le premier motif, évidemment, d'en appeler à la décroissance puis à la post-croissance, c'est que cette croissance, elle s'avère complètement destructrice sur le plan écologique. Elle contribue à dégrader les conditions d'habitabilité de notre planète, elle contribue à nous rendre malades de toutes sortes de manières, directes ou indirectes. Bref, elle n'est pas soutenable sur le plan écologique. Et, alors, on peut encore entendre des défenses d'un développement durable, d'une croissance verte, etc. L'avenir reste ouvert. Pour ce qui est du présent et du passé, nous n'avons jamais observé quelque chose comme une croissance verte. Qui dit croissance économique dit aggravation de la situation sur le plan écologique. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les données dont on dispose en attestent. Bon, donc ça c'est la première raison, c'est la plus évidente, la raison écologique. Cela dit, il y a d'autres raisons. Même si on arrivait à soutenir encore cette croissance encore un moment, il y a d'autres raisons peut-être de vouloir rompre avec ce modèle de société. La deuxième raison, c'est que cette croissance, on observe qu'elle tend à ne profiter finalement qu'à une minorité de ceux et celles qui la génèrent. Avec un profil assez bien connu, que j'incarne en partie. Bon, je ne suis pas le pire, mais bon, l'homme blanc occidental vivant dans une métropole, c'est pas mal le gagnant de la croissance, au-dessus de 100 000 $ par an. Voilà. Et puis, les perdants, ça ressemble plutôt à des femmes, plutôt avec une peau noire, plutôt dans un pays d'Afrique, et pas forcément dans les plus grandes métropoles. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette croissance, et là on doit à quelqu'un comme Piketty l'avoir montré de façon assez magistrale sur plusieurs siècles, cette croissance, elle s'accompagne structurellement d'un creusement des inégalités entre les humains. Il y a des moments où ce n'est pas le cas, mais en général, c'est des circonstances très particulières, c'est associé à des actions étatiques très spécifiques. En gros, on l'observe notamment au milieu du XXe siècle. En dehors de ces moments-là, structurellement, qui dit croissance, dit aussi creusement des inégalités entre les humains. Alors, entre qui et qui? Entre ceux qui ont du capital et ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pour vivre que leur force de travail, de façon caricaturale. Alors ça, c'est la deuxième grande raison aussi de dire, est-ce qu'il ne serait pas le temps de sortir de cette course à la production de marchandises, qui est complètement occupée en fait. On connaît déjà les gagnants et les perdants à l'avance, en gros. La troisième raison, elle est plus subtile et à mon avis, elle est plus caractéristique de la décroissance et de ce que je défends, et elle touche en partie à la question que j'aborde aujourd'hui. La troisième raison, c'est que cette croissance, en fait, cette course à la croissance, et c'est encore plus le cas peut-être aujourd'hui qu'il y a encore quelques décennies, elle nous condamne en fait tous et toutes, quelle que soit notre position dans l'échelle sociale, quelle que soit notre position dans la société, donc ça concerne y compris les dominants, y compris ceux qui tirent les marrons du feu, sont aussi soumis à cette course à la croissance, qui fait qu'on observe en fait une espèce d'inversion entre les fins et les moyens. La croissance, normalement, c'est un moyen d'améliorer notre bien-être. Et dans bien des cas, en fait, on se retrouve en tant que moyen d'une croissance qui devient une finalité. C'est ce qu'on ressent dans un boulot qui perd son sens. C'est ce qu'on ressent quand on doit faire un choix de carrière qui est orienté non pas par ce qui nous intéresse, non pas par ce qui est nécessaire à la société, mais par ce qui est rentable, par ce qui paye, par ce qui est productif. Donc si nous ne contribuons pas efficacement à cette croissance, et là, quelle que soit la position qu'on occupe socialement, si on ne contribue pas, il faut accepter d'être marginalisé dans nos sociétés. Donc là, il y a une espèce de domination d'une logique croissanciste sur nos vies, qui, à mon avis, justifie aussi qu'on souhaite sortir de cette dynamique. On en exprime le sens. Donc, par conséquent, et là, on est sur une question éminemment politique, tout dépend de ce à quoi vous tenez, de ce à quoi nous tenons, mais si on tient à la vie, en forme générale, si on tient à la justice, la question d'égalité que je viens d'évoquer, et si on tient à la liberté, que je viens d'évoquer de manière implicite, à partir de ma troisième critique, si on tient donc à ces valeurs qui sont aussi des valeurs promises par notre civilisation, nous ne pouvons qu'aspirer à la post-croissance, à l'émergence d'une post-croissance, de société post-croissance. Alors pour ce faire, donc, je propose une feuille de route, une espèce de politique minimale que j'ai esquissée l'an dernier et que je résume avec un petit slogan en trois dimensions. Si on veut aller vers la post-croissance, la première exigence, c'est de produire moins que ce qu'on produit aujourd'hui. Et ce qui est une proposition bien différente de produire mieux. Le développement durable, l'économie circulaire dans une large mesure aujourd'hui nous dit on va s'en sortir si on produit mieux. Non, pas seulement si on produit mieux, oui, il faut produire mieux, mais il faut produire moins aussi. Il va falloir mettre des limites à ce qu'on produit. Bon, là, c'est évidemment un point de divergence majeur avec les propositions majoritaires aujourd'hui. Et pourquoi produire? Parce que là aussi, il faut rompre avec une autre idée qui est très dominante dans l'espace public, dans les discussions là-dessus.
L'idée, ce serait que finalement, tout ça, cette croissance ne serait que la réponse à une espèce de demande qui viendrait de nous, hein, nous consommateurs. Ce qui est fallacieux, hein, ce n'est pas nous qui orientons la production. Qu'est-ce qui oriente la production fondamentalement? C'est ceux qui ont le contrôle du capital. Et comment orientent-ils la production? Non pas en fonction de la demande. Ils ne peuvent pas ignorer complètement la demande. Mais ce qui est majeur, ce qui est central dans l'orientation de l'entreprise et donc de la production, c'est le critère de rentabilité. Si c'est rentable, on fait. Si c'est pas rentable, on fait pas. S'il y a des millions d'humains aujourd'hui qui n'ont pas de quoi bouffer correctement, mais s'ils n'ont pas de quoi payer, tant pis pour eux. C'est ça notre système. Donc, c'est pas la demande qui oriente. La demande, il y en a. Il y en a des quantités gigantesques de demandes essentielles qui ne sont pas du tout satisfaites par un système qui aurait techniquement la possibilité de le faire. Donc, c'est la preuve que c'est pas ça qui oriente. Donc, ce qui compte, c'est la production, et cette production, elle est orientée par les critères de rentabilité. C'est pour ça qu'on attaque là-dessus et non pas sur la consommation. Donc, première proposition. Deuxième proposition, si on produit moins, étant donné qu'on est dans des sociétés très inégalitaires aujourd'hui, il y a des humains qui vont voir leurs conditions d'existence être affectées encore plus. Bon, alors ça va faire des effets gilets jaunes à la puissance 1000. Et puis évidemment, c'est complètement indéfendable au regard des principes qu'on défend, les principes de justice minimaux qui sont dans tous nos grands textes de loi. Donc, si on produit moins, il va falloir dans le même mouvement s'entendre pour partager beaucoup plus ce qu'il nous faut produire. C'est un mot sympathique, mais pour exprimer une idée dont les implications vont évidemment ne pas être reçues calmement par ceux qui ont tout aujourd'hui, puisque ça suppose de mettre des limites, là aussi, non plus à la production, mais entre autres à la propriété privée. Donc, partager un certain nombre de choses considérées comme essentielles à la vie. Et si donc on décide de fixer des limites à ce qu'on produit, si on décide de partager davantage ce qu'il nous faut pour vivre, autant que faire se peut, il va falloir aussi en décider ensemble. Là aussi, par fidélité à un des principes fondamentaux de notre civilisation, principe démocratique, on est censé pouvoir tous se mêler de ces grandes questions, mais aussi par souci d'efficacité. En fait, la démocratie, elle a en ce moment, il y a aussi tout un discours qui consiste à dire, écoutez, on est dans l'urgence, la démocratie, ça suffit, c'est un peu long, on va perdre du temps, on a autre chose à foutre. Bon, déjà, ça m'inquiète beaucoup. Ça, c'est vraiment la porte ouverte à toutes sortes de solutions autoritaires. Bon, là aussi, c'est à quoi on tient. Personnellement, je ne tiens pas seulement à la vie, je tiens aussi à la liberté. Donc, ça me paraît très inquiétant, ce genre de discours. Mais c'est même pas très pragmatique. La démocratie, elle a ses forces aussi. Elle en a au moins, j'en vois au moins deux. On est face à des situations extrêmement compliquées. Je pense qu'on a tout à fait intérêt à essayer de récupérer le maximum d'avis possible pour affronter ces situations. On a tous, y compris les plus experts d'entre nous, on a tous nos points aveugles, on a tous nos angles morts. Et si on veut affronter correctement ce qu'on a devant nous, on a plutôt intérêt, à mon avis, à jouer la carte de la démocratie. Pas surtout. Pour prendre un exemple trivial, je parle à des ingénieurs, donc évidemment, s'il s'agit de savoir comment construire une route, pas sûr que la démocratie soit forcément une procédure très, très adéquate. Par contre, s'il s'agit de savoir s'il faut construire la route ou pas, là, je pense que oui, c'est peut-être beaucoup plus intéressant d'aller chercher l'avis de tout le monde, tous les gens concernés par cette route ou l'absence de route. Voilà. L'autre avantage de la démocratie, c'est que une fois qu'on a décidé de quelque chose d'un point de vue démocratique, on a plus de chances que cette décision soit mise en œuvre et appliquée et respectée. Ce qui n'est pas le cas quand on a des décisions qui sont prises par des experts et imposées par un État plus ou moins autoritaire. Et puis, on a eu avec Macron, il y a 2 ans, on a eu une espèce de démonstration empirique de la valeur de la démocratie, puisqu'il s'est fait un peu avoir lui-même avec sa convention sur le climat en France, où il a joué le jeu de la démocratie. On tire au sort 150 Français et Françaises, donc originaires de tous les horizons géographiques, de tous les niveaux sociaux, de différents milieux, en leur demandant de réfléchir à ce que serait qu'une politique cohérente pour affronter la crise climatique. Et ce que ces gens ont produit en quelques fins de semaine de réflexion, avec consultation d'experts, est extrêmement intéressant. En fait. C'est très, très proche de choses sur lesquelles on pourrait aboutir à partir des expertises que nous avons ou des réflexions que nous avons sur la décroissance. D'ailleurs, tellement pertinent que Macron a tout mis au panier à peu près. Il a gardé 5%, je crois, des propositions. Mais bon, ça va, à la force de la démocratie, on l'a vu. Voilà, ça c'est la proposition. Alors, ça fait combien de temps que je parle? 15 minutes? Je pense que non, tu m'as laissé la parole à 10. J'ai regardé. Je vais m'accrocher à mes minutes. Bon, que vient faire la technique dans cette histoire? Alors c'est là, la technique, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire?
illustration élémentaire, une graphique sommaire sur la croissance économique depuis 500 ans. En gros, c'est un économiste célèbre qui a produit ce travail. Il l'a fait même depuis l'an zéro. En fait, hein. Alors, de l'an zéro à l'an 1500, il ne se passe rien au niveau croissance économique, ou ce qu'on pourrait appeler de la croissance économique. Ça démarre vraiment donc, au 18e et surtout au 19e. Et donc, évidemment, on peut mettre en relation, et il faut mettre en relation cette croissance économique avec l'émergence d'un certain nombre de techniques. En tout cas, on ne peut pas penser la croissance économique phénoménale des 2 derniers siècles, indépendamment du rôle qu'ont pu y jouer un certain nombre de techniques que je qualifierais d'industrielles. Qu'est-ce que c'est qu'une technique industrielle? C'est pas si simple que ça à définir. Ça peut être intéressant d'ailleurs d'avoir vos avis. Est-ce que c'est un terme que vous utilisez et si oui, comment vous le définissez? Je proposerai la définition minimale suivante. Ces techniques, d'abord, elles ont pour caractéristique d'être conçues sur la base de savoirs scientifiques. Je pense que ça, c'est majeur. C'est une des caractéristiques de nos techniques. C'est cette alliance entre la science et la technique. On a une science qui ne se donne plus simplement comme objectif celui de connaître le monde, mais qui est aussi de participer à sa transformation. Donc, c'est ce que j'appelle technosciences. Donc, ces techniques sont les technosciences. Elles permettent une production massive de biens et de services, de biens fabriqués dans un premier temps, mais de services aussi, en s'appuyant notamment sur une division du travail qui est toujours plus poussée, une spécialisation des tâches toujours plus poussée, et sur ce que j'appellerais des machines. Alors, ce que j'appelle machine, là aussi, ce serait intéressant d'avoir vos avis. Pour moi, c'est un dispositif technique doté d'un moteur. Mais les machines que j'ai en tête, c'est des machines, notamment les premières machines avec un moteur à combustion, donc avec leur propre dynamique. Très différent de ce que j'appellerais un outil. L'outil, pour moi, est un prolongement du corps, il vient soutenir l'action du corps, mais avec l'outil, le corps reste en quelque sorte le moteur. C'est nous, c'est l'utilisateur de l'outil qui a le contrôle du rythme de l'outil. Avec la machine, c'est plus le cas. L'opérateur de machine, il suit le rythme de la machine dans une large mesure et il doit s'y adapter. Donc pour moi, c'est ça qui caractériserait ces techniques industrielles. Or, donc, force est de constater que ces techniques, pour la plupart, pour une grande partie d'entre elles en tout cas, et c'est là où on rentre évidemment dans le débat, sont étroitement partie prenante des 3 problèmes que pose la croissance économique, des 3 critiques que je viens de formuler au sujet de la croissance économique, que je voudrais illustrer pour commencer. Premier problème, donc il me semble que bonne partie de ces techniques industrielles contribuent de manière significative à la catastrophe écologique dont nous parlons à peu près tous les jours. De quelle manière? De manière très simple, à la fois parce qu'elles ont contribué à l'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles, non renouvelables ou renouvelables, et qu'elles ont contribué aussi massivement à la production de quantités de déchets plus ou moins assimilables par nos écosystèmes. Alors, on peut mettre en question, évidemment, nos moteurs à combustion dont je parlais tout à l'heure, on peut mettre en question la chimie industrielle, donc le génie chimique, j'imagine, en partie, l'agriculture industrielle, avec la machinerie, aujourd'hui indissociable de l'agriculture, les engrais, les pesticides. On peut mettre en question nos méthodes de construction avec le béton. On peut mettre aussi en question nos méthodes de partage et de production de savoir avec les technologies de l'information et de la communication. Pour toutes ces techniques, on pourrait montrer qu'elles contribuent, et elles ont contribué jusqu'à aujourd'hui fortement à la dégradation de la situation sur le plan écologique. Donc, par contribution à l'épuisement de ressources et ou par production de déchets plus ou moins inassimilables par nos écosystèmes. Alors, c'est ce que j'imagine que vous avez. C'est difficile de ne pas avoir vu ce graphique-là qui. Ça dépend, là aussi, ça dépend à quoi vous vous intéressez, mais c'est un graphique qui synthétise une étude d'une équipe pluridisciplinaire scandinave, enfin, dont les leaders, les directeurs sont scandinaves au départ, Rockström et Stephen, donc sur les limites planétaires. Donc le principe de l'étude est assez simple, la réalisation est compliquée. On essaye d'identifier un certain nombre de domaines de la situation géologique planétaire qui sont cruciaux pour la vie sur Terre, pour nous. On essaye pour chacun de ces domaines, là, il y en a 9 qui ont été identifiés, d'identifier des limites, c'est éminemment discutable, des limites qu'il ne faudrait pas dépasser si nous voulons à peu près préserver la Terre telle que nous la connaissons. Et ensuite, on collecte des données pour savoir si ces limites ont été dépassées ou pas. Bon, alors, dans un bon nombre de cas, vous voyez,
mais dès qu'on passe le vert, on est hors limite. Donc, selon ces chercheurs, on est rentré dans des zones où potentiellement on pourrait voir effectivement nos systèmes, les systèmes concernés être complètement désorganisés, se réorganiser autrement et rentrer dans des zones de haute turbulence. Bon. Ils n'en disent pas plus, ils sont assez prudents. Il y a deux limites sur lesquelles il manque de données. Mais donc, on pourrait, ce que je le présente parce qu'on pourrait relativement facilement, derrière chacune de ces limites, effectivement identifier l'effet d'un certain nombre de techniques industrielles qui sont derrière. Bon. Le changement climatique, c'est évident, mais les entités nouvelles, bah oui, c'est notamment effectivement des choses comme le plastique qui sont désignées. Vous pouvez voir aussi l'aluminium, bon, des choses qui sont au cœur d'un certain nombre de techniques développées au cours du siècle dernier. On pourrait dire donc, de façon, évidemment, là, je mets les pieds dans le plat et j'y vais de façon grossière, mais compte tenu des problèmes que posent ces techniques sur le plan écologique, on pourrait dire que ces techniques n'ont pas d'avenir, qu'elles ne sont pas soutenables dans la durée. Et pourtant, ces techniques, pour une grande partie d'entre elles, continuent à proliférer. Ce qui a conduit un de mes collègues physiciens en France, José Alloy, à parler de technologies zombies. En fait, elles sont partout, elles sont déjà mortes. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles n'ont pas d'avenir, ça ne va pas pouvoir continuer. Internet tel qu'on le connaît, tel qu'il se développe actuellement, le numérique tel qu'il se développe, on sait qu'il n'a pas d'avenir. Il va falloir, si on veut garder quelque chose qui ressemble à Internet, il va falloir très probablement penser à quelque chose de très différent de ce qu'on est en train de laisser se développer aujourd'hui. Donc, Internet, en tout cas le numérique, technologie zombie, telle qu'aujourd'hui elle se développe. Donc voilà première proposition. Alors évidemment, j'imagine que les ingénieurs en vous, les apprentis ingénieurs en vous se disaient, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'utiliser ces ressources naturelles de manière plus efficace, d'être un peu ingénieux pour justement puiser moins de ressources, en dégrader moins et produire moins de déchets. C'est évidemment possible, c'est au cœur de vos activités, j'imagine. Dans certaines limites, ça m'intéresserait d'ailleurs de discuter avec vous aussi des limites du progrès technique en termes de gains d'efficacité dans un certain nombre de domaines. Cela dit, c'est pas ce que je voudrais souligner essentiellement. Je voudrais souligner un autre problème qui concerne plutôt justement mon domaine, qui est celui de la sociologie de l'économie. Dans des sociétés orientées vers la croissance, des sociétés productivistes qui cherchent en quelque sorte à générer des possibilités de production toujours plus importantes, ces gains d'efficacité, en général, ne vont pas se traduire par une réduction des dégradations écologiques que causent ces techniques. Donc, ce qu'on pourrait attendre de ces techniques, de ces gains d'efficacité, en fait, ces promesses ne sont pas tenues ou sont tenues que partiellement. Pourquoi? Alors, c'est le fameux problème de l'effet rebond. J'ai fait une super animation. Voilà. On a un problème de moteur qui pollue, qui consomme une ressource non renouvelable et qui le consomme de telle sorte que ça génère donc toutes sortes de pollutions. Enfin, le CO2, comme disait l'autre, c'est pas un polluant, c'est naturel, mais enfin, bon, il est généré dans des proportions telles que ça devient un problème climatique. Donc, on se dit, peut-être qu'à défaut de se passer d'une bagnole et d'une bagnole à moteur à combustion, peut-être qu'on pourrait trouver un moteur à combustion plus efficace. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça? Et donc, ça pourrait nous permettre de consommer moins de pétrole, donc de générer moins de déchets. Dans le domaine, dans le monde dans lequel on est, malheureusement, c'est pas ce qui se produit dans bien des cas. Pour quelle raison? Parce que finalement, ça va diminuer le coût d'utilisation de cette bagnole pour l'utilisateur. En fait, il va pouvoir faire le même usage de sa voiture pour un coût moindre sur le plan de son budget d'essence. Alors, ce qui peut fortement l'inciter à conduire plus souvent, à aller s'installer plus loin, à aller plus vite, etc. Voire peut-être même une bagnole plus grosse, peu importe. Bon. Mais au bout du compte, il va consommer plus d'énergie qu'il en consommait au départ, ou en tout cas, il va possiblement annuler l'économie d'énergie qui lui permettait de faire sa bagnole plus efficace. Mettons que ce conducteur soit extrêmement rigoureux et effectivement en vue de réduire sa consommation d'essence. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va avoir un autre effet dans ce cas-là, c'est un effet de revenu. C'est qu'il va accumuler de l'argent. Oui, il va dépenser moins d'argent en essence, donc il va se faire un petit pécule. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Alors, évidemment, s'il s'achète un bout de terrain et puis une pelle et une pioche pour faire son jardin, c'est vrai que là, on y gagne. Mais dans bien des cas, il va consommer finalement d'autres marchandises, d'autres services qui peuvent avoir eux-mêmes des impacts sur le terrain, en l'occurrence sur le terrain énergétique. S'il se paye un petit billet d'avion
en Espagne, où là, ça doit s'était inspiré, c'était un exemple français, mais mettons Cuba, évidemment, il va réduire à néant ses gains énergétiques sur sa bagnole. Alors, c'est ça l'effet rebond. La technique plus efficace se traduit en fait concrètement par une réduction du coût d'utilisation de la ressource qui est concernée, ce qui constitue en fait une incitation à une consommation supplémentaire de cette ressource associée à la technique en question, ou un gain de revenu qui peut être dépensé, pas forcément dépensé, mais qui peut être dépensé à consommer un autre bien ou un service utilisant la même ressource. Bon, donc on annule ou on réduit en tout cas le gain d'efficacité espéré par ce progrès auquel on a travaillé. Voilà. Et ce qu'on constate, c'est que plus les gains d'efficacité sont importants, plus ça peut avoir des effets en cascade importants. Parce que là, ce que j'ai illustré, c'est vraiment du rebond direct et indirect. Très facile déjà pas si facile. Beaucoup de débats là-dessus, entre économistes, mais ça peut se mesurer quand même. On peut y arriver. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est tous les effets indirects en chaîne après qui sont derrière. Alors, ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que c'est pas une idée d'écologiste, c'est pas une idée de gauchiste, c'est une idée d'un économiste libéral, Stanley Jevons, au 19e siècle, qui est tout à fait dans l'idéologie dominante, qui constate à qui on demande en fait de faire un travail sur l'industrie du charbon et ses usages sur les îles britanniques, et qui constate le fait suivant, c'est que à mesure qu'on progresse sur le plan technique dans l'usage du charbon, à mesure que la machine à vapeur devient de plus en plus efficace, produit le même travail avec toujours moins de charbon, qu'est-ce qu'il constate? C'est que finalement, ça vient stimuler la consommation de charbon. On en consomme de plus en plus, alors même qu'on a une technique qui permettrait en principe d'en consommer moins. Pourquoi? Pour les raisons directes et indirectes que je viens d'évoquer tout à l'heure, sans doute, mais aussi plus fondamentalement parce que les progrès de la machine à vapeur, c'est aussi l'émergence de toutes sortes de nouvelles activités. C'est la marine à vapeur qui va se développer. Puis ensuite, c'est les chemins de fer, c'est etc. Donc tout ça va exercer une pression directe et indirecte sur la consommation de charbon, tel que Jevons disait, écoutez, pour ce qui est du Royaume-Uni, on ne pourra pas tenir très longtemps sur le charbon. Il va falloir penser soit à d'autres sources d'énergie, soit aller chercher ailleurs, ce que les Anglais ont su faire jusqu'à aujourd'hui, comme on peut le constater. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, très difficile à mesurer, très difficile à évaluer, beaucoup de débats là-dessus, mais c'est là que ça joue. En fait, les progrès techniques, et peut-être les plus intéressants d'entre eux, vont favoriser plutôt une dynamique d'addition dans l'usage de nos ressources, plutôt qu'une dynamique de substitution ou de réduction d'usage de ces ressources. Alors, le cas d'énergie vraiment est caricatural, quoi. Quand on nous parle de transition énergétique, il faut sortir ce graphique minimalement. C'est-à-dire qu'au moins depuis le début de l'ère industrielle, il n'y a jamais eu de transition énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune source d'énergie primaire qui est venue remplacer vraiment la biomasse, le bois. Il n'y en a jamais une qui est venue remplacer le charbon. Elles sont venues s'additionner les unes aux autres. Oui, parce que nous sommes dans un monde productiviste qui cherche, en fait, par tous les moyens, à soutenir la production. Et quand on lui offre une technique qui donne accès à des nouveaux moyens de production, ce système va l'utiliser. Ça donne ceci. Donc, c'est à méditer, évidemment, quand on réfléchit à tout ce qui est éco-efficience. Au bout du compte, donc, ces progrès techniques contribuent bien souvent à accélérer la dégradation de l'habitabilité de notre planète. Voilà pour la première critique. Et la réponse à la première objection. Si on s'améliore sur le plan technique, est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir? Pas sûr. Peut-être même contribution à une aggravation. Deuxième motif de critiquer nos techniques industrielles telles que je les ai décrites, et je pense en particulier aux exemples que j'ai évoqués très rapidement, ces techniques, au minimum, on pourrait dire qu'elles contribuent à aggraver les inégalités entre nous. Et pour une part, on peut se demander si elles ne contribuent pas à en générer aussi. Mais je serai prudent, je parlerai d'aggravation de différentes manières. D'abord, premier constat, la conception et le déploiement de techniques industrielles, en tout cas, une bonne partie d'entre elles certainement, suppose généralement une concentration de moyens de production extrêmement importante. Et cette concentration, elle ne s'est pas faite gentiment. Dans bien des cas, en fait, si on en fait l'histoire, elle est le produit, elle est la résultante d'un processus de dépossession. Il y a une partie de l'humanité qui s'est vue dépossédée de ses moyens de production, de ses moyens d'existence, et ce qui a permis à une petite minorité de les concentrer. Et c'est cette concentration qui a permis le développement d'un certain nombre de nos grandes techniques. Ça, c'est le premier problème.
Donc, pas de développement industriel sans dépossession, c'est à peu près certain, historiquement. Deuxième problème, l'usage d'une bonne part de ces techniques suppose par ailleurs en fait un contrôle centralisé et autoritaire, ainsi que en fait du travail contraint. Le salariat, bon, on ne vit pas comme ça reste un travail contraint. Pourquoi est-ce qu'on est salarié? Parce que d'abord et avant tout, pour vivre, on n'a pas d'autre moyen que d'aller vendre sa force de travail à quelqu'un qui a justement le contrôle des moyens de produire. Donc il me semble que ces techniques, comme le disait Lewis Mumford, un grand historien de la technique et de la civilisation industrielle, ce sont des techniques, dans bien des cas, des techniques autoritaires, en fait, qui vont avec un rapport d'autorité, qui suppose des dominants et des dominés. Pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles. Même Internet, qu'on nous présente comme justement une technique très décentralisée, bon, il suffit de voir comment un État peut assez facilement finalement couper Internet pour se rendre compte que c'est pas une technique aussi décentralisée et aussi démocratique qu'on le prétend en fait. Il me semble. Là encore, j'ouvre ça à la discussion avec vous, qui est certainement plus pointu que moi sur ces questions. Troisième raison de souligner ce lien entre technique et inégalité entre mains. L'accès ensuite à ces techniques industrielles va effectivement conférer un avantage considérable à ceux qui en bénéficient par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas. Donc là, on a vraiment un effet de creusement des inégalités dans une société qui est orientée vers la croissance, vers la production et vers le consumérisme. Donc effectivement, en soi, l'accès lui-même va pouvoir générer ces inégalités, en tout cas contribuer à les atteindre. Là aussi, on peut se demander, première objection, mais est-ce qu'on ne peut pas rendre justement à ce moment-là accessible ces techniques à tout le monde, en fait, au plus grand nombre? Est-ce que ce n'est pas un beau rôle pour des ingénieurs, finalement, de travailler à développer des moyens, faire en sorte que ces techniques soient accessibles à tout le monde? Et à ce moment-là, on a moins ces problèmes d'inégalité que je viens de soulever. Donc, belle perspective a priori. Alors, cette démarche, en fait, bon, elle n'est pas nouvelle. Elle est au principe de ce qu'un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, un grand philosophe, un des penseurs de la technique les plus intéressants à mes yeux, appelle la deuxième révolution industrielle. Pour lui, la deuxième révolution industrielle, c'est quoi? C'est le moment, en fait, où nous cessons, nous, humains normaux, je dirais, d'être des producteurs de marchandises, mais le moment où nous commençons, par nécessité, à être des consommateurs. Il faut absolument, effectivement, que cette production industrielle qui se développe au 19e siècle, il faut qu'elle trouve à s'écouler. Sinon, il ne se passe rien. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de profit au bout de cette production. Donc, il a fallu nous transformer aussi en consommateurs. Ça a eu un effet majeur sur la diffusion, la prolifération d'un certain nombre de techniques dans nos vies quotidiennes. Et ça leur a donné une place de plus en plus importante. Avec, à mon avis, au moins deux effets pervers. Donc là, il y a eu un travail magnifique pour perfectionner nos moteurs de telle sorte qu'ils deviennent de plus en plus petits, qu'on puisse tous en avoir, à des coûts vraiment, il y a vraiment très, très beau progrès. Mais ça a deux effets pervers, je crois, catastrophiques. Le premier, c'est tout simplement une accélération des problèmes que j'ai posés tout à l'heure, c'est-à-dire l'accélération de la destruction des ressources naturelles et de la production de déchets. C'est ce qu'on appelle, donc chez les gens qui travaillent sur cette question, la grande accélération de l'anthropocène. L'idée d'anthropocène que j'avais amenée il y a 2 ans, je pense, cette idée que nous sommes rentrés dans une nouvelle époque, une nouvelle ère de l'histoire géologique de la Terre, caractérisée par le fait qu'on a une espèce vivante, espèce humaine, qui devient une force géologique majeure. Quand on essaye de cerner un peu les moments, les débuts de cette époque, ce qu'on observe, c'est que ces effets géologiques-là, ils sont manifestes, particulièrement manifestes, alors avec les débuts de la révolution industrielle, mais sinon à partir des années 50. À partir des années 50, on a cette grande accélération qui est illustrée par ce tableau de bord qu'on voit assez souvent, qui est d'ailleurs produit par un des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui travaille sur les limites planétaires. Donc, on choisit donc un certain nombre d'indicateurs socio-économiques et écologiques pour surtout, c'est ça, mettre en parallèle en fait cette accélération qu'on observe à partir des années 50. Donc, oui, très bien, on a donné accès à des techniques industrielles et à leurs sous-produits, on a donné un accès beaucoup plus large. Le résultat, c'est que sur le plan écologique, on aggrave la catastrophe. Donc un graphique que vous retrouverez facilement partout sur Internet et regardez de plus près. Ça, c'est le premier effet pervers. Le deuxième effet pervers, c'est l'effet de saturation et l'effet d'encombrement, qui est la conséquence finalement de la démocratisation de l'accès à un certain nombre de nos techniques industrielles. La caricature, évidemment, l'exemple le plus simple, c'est celui de la bagnole. Le transport motorisé comme technique industrielle
qui se développe à partir du 19e siècle et qui se démocratise avec la voiture individuelle, avec quoi comme effet? Les bouchons. Les bouchons. C'est-à-dire que là, en fait, on a une technique qui est censée nous faire aller plus vite, nous donner plus de liberté de mouvement, mais plus elle va être effectivement démocratisée, plus elle va être utilisée, moins elle va produire son effet. Donc on a un effet de contre-productivité par saturation et par encombrement. Alors ça vaut pour la bagnole, ça vaut pour les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Il y a une somme d'informations telle qui nous arrive aujourd'hui par nos outils techniques très efficaces qu'on est perdu, qu'il y a un travail monumental à faire pour faire un tri qui avant n'avait pas à être fait. On est complètement assailli. Enfin bon, c'est ça la saturation. Donc on a un effet de contre-productivité dans ce domaine-là aussi. On l'a aussi sur des techniques médicales. La surutilisation des antibiotiques, par exemple, techniques extrêmement efficaces, aujourd'hui nous menacent effectivement de l'inefficacité de ces antibiotiques par effet d'encombrement et de saturation. Donc on a la même chose avec la production alimentaire industrielle. Magnifique, on est capable de produire de la bouffe à des prix dérisoires, donc pour nourrir assez facilement, a priori, une quantité incroyable de gens. Là aussi, effet d'encombrement et de saturation. Ça se traduit, alors pas seulement parce qu'il y a beaucoup de bouffe, c'est aussi ça, la façon dont elle est produite. Épidémie d'obésité aujourd'hui à l'échelle planétaire. Donc, un lien qu'on peut faire assez fortement entre cette façon de produire notre nourriture de manière industrielle et cette maladie. Donc, et alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va être obligé de déployer toujours plus de moyens pour contrer les effets contre-productifs de la dissémination de ces techniques. C'est pas le troisième lien à Québec. On va dépenser des sommes pharaoniques pour essayer de faire en sorte que cette technique reste un petit peu productive. Elle ne bute pas sur ces effets de saturation. Alors évidemment, on développe ces moyens avec tous les effets écologiques qu'on a dit, et en sachant très bien que ça ne suffira pas, que si on continue avec cette technique, on aura dans quelques années à nouveau le même problème. C'est des choses qu'on connaît depuis 50 ans. C'est complètement fou de voir qu'on a des gens qui prétendent nous gouverner en disant que ce problème n'existe pas, alors qu'il est parfaitement connu. Voilà, donc oui à la dissémination de ces techniques, oui à leur démocratisation, mais en fait, on a ces effets pervers, écologiques d'un côté et puis contre-productifs de l'autre. Bon, ce qui amène là aussi, a priori, à douter de la pertinence de cette solution. Troisième critique, à mon avis, peut-être la plus cruciale, mais aussi la plus difficile peut-être à formuler et à accepter, c'est celle qui est la plus disputable aussi, sans moi. Ces techniques, leur troisième défaut, ces techniques industrielles, c'est qu'elles nous échappent. En fait, elles nous échappent. Le déploiement de la plupart des techniques que j'ai donné en exemple tout à l'heure et leur bon fonctionnement suppose en fait la constitution de systèmes techniques de plus en plus complexes, de plus en plus vastes, sur lesquels on a de moins en moins de contrôle. Alors, je vais utiliser une citation que j'utilise assez souvent d'un économiste du développement qui s'appelle Wolfgang Sachs, qui dit bien en une phrase ou deux un peu ce qui se joue dans cette affaire. Et il part d'un exemple trivial, le mixeur. Mais on pourrait prendre le toaster, le toaster vraiment qu'on a tous et toutes sur notre comptoir de cuisine. Examinons par exemple un mixeur électrique. Il extrait des jus de fruits en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quelle merveille, à première vue. Il suffit pourtant de jeter un coup d'œil sur la prise et le fil pour s'apercevoir qu'on est en face du terminal domestique d'un système national et en fait mondial. L'électricité arrive par un réseau de lignes alimentées par les centrales, qui dépendent à leur tour de barrages, de plateformes offshore ou de derricks installés dans de lointains déserts. L'ensemble de la chaîne ne garantit un approvisionnement adéquat et rapide que si chacun des maillons est encadré par des bataillons d'ingénieurs, de gestionnaires et d'experts financiers, eux-mêmes reliés aux administrations et à des secteurs entiers de l'industrie, quand ça n'est pas alarmant. Le mixeur électrique, comme l'automobile, l'ordinateur ou le téléviseur, dépend entièrement de l'existence de vastes systèmes d'organisation ou de production soudés les uns aux autres. En mettant le mixeur en marche, on n'utilise pas simplement un outil, on se branche sur tout un réseau de systèmes interdépendants. Et en fait, on se soumet aussi nécessairement aux contraintes de ce système. Si on veut ce toaster, si on veut ce mixeur, si on veut pouvoir l'utiliser quand on veut, ça suppose d'accepter tout le système qui vient avec pour que ça fonctionne correctement. Alors j'imagine là aussi, avec mes deux premières critiques, vous disiez, bon, ouais, il critique la technique, mais ce n'est pas la technique, c'est peut-être nous qui en faisons un mauvais usage. Là, on est, à mon avis, sur une critique fondamentale de la technique. C'est que ces techniques industrielles présentent des caractéristiques qui débouchent sur le fait qu'on perd le contrôle sur elles.
nos objets techniques ne sont jamais de simples moyens entre nos mains, contrairement à ce qu'on se dit constamment. Ah non, la technique, elle n'est pas mauvaise en elle-même, tout dépend de quel usage on en fait. Bon. C'est faux. Quand on dit ça, c'est faux. Compte tenu justement de ces systèmes qui soutiennent ces techniques, c'est pas vrai. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a le contrôle nous-mêmes individuellement sur ce système. On n'a pas le contrôle. C'est pas un moyen. Ce système technique, c'est pas un moyen, c'est un monde. C'est un monde qui nous dépasse complètement, sur lequel on n'a aucune prise, ou en tout cas extrêmement réduit. Et donc, les effets de ces techniques ne sont pas fonction de nos intentions. Elles sont fonction des caractéristiques même de ce système et de ce qu'il faut pour qu'il fonctionne correctement. Ah, c'est un débat qu'on a, par exemple, classiquement avec les marxistes. Les marxistes auraient peut-être été d'accord avec les marxistes classiques. Il y a plusieurs marxismes, mais mettons la version dominante du marxisme. Ils auraient été d'accord peut-être avec mes premières critiques, en tout cas ma deuxième critique, technique et inégalité. Mais ils auraient dit, mais la solution, elle est simple, c'est qu'il faut que le prolétariat prenne le contrôle de ces techniques et on a résolu notre problème. On n'a plus de problème. L'important, c'est d'arracher ça à la bourgeoisie. Bon. Ce que j'essaie de dire là, c'est que non, que la technique soit bourgeoise ou prolétaire, en l'occurrence, si elle est industrielle, elle nous échappe complètement. Elle nous impose, en fait, ses logiques et ses contraintes, ses exigences. Alors, donc, cette dépendance vis-à-vis de ces techniques, ces systèmes, en fait, implique une perte de contrôle, à mon avis, en contradiction, c'est un peu philosophique, mais avec une des grandes promesses, une des belles promesses, je trouve, de notre civilisation. La caractéristique majeure à laquelle je tiens, moi, personnellement, de notre civilisation, c'est cette idée que, désormais, c'est nous qui allons décider comment nous allons vivre. C'est plus les anciens qui vont nous dire comment on doit vivre, c'est plus Dieu qui va nous dire comment on doit vivre, c'est nous. C'est la grande promesse de la modernité, des Lumières. Bon, on va utiliser notre raison et on va discuter des lois auxquelles nous allons nous soumettre. Bon. Avec ces techniques industrielles, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que qui est-ce qui domine? C'est effectivement plus les dieux, c'est plus les anciens, mais c'est des systèmes techniques. Et dans bien des cas, on se retrouve nous-mêmes au service, servant de ces systèmes techniques. Donc, les moyens au service de ce qui devrait être des outils à notre service. Donc, alors ça paraît peut-être très philosophique, mais si on va prendre les choses de manière peut-être plus simple et plus empirique, il y a un certain nombre de techniques aujourd'hui, par exemple, si vous voulez vivre dans notre monde, que vous ne pouvez pas choisir de ne pas utiliser. Extrêmement difficile de dire aujourd'hui, je ne dépendrai plus de transport motorisé. Moi, je n'ai pas de bagnole, effectivement, mais je dépends de plein de gens qui ont des bagnoles. Si le transport motorisé tel qu'il existe aujourd'hui s'arrête, ma vie va s'arrêter assez vite. Les camions vont arrêter d'arriver à Montréal, c'est un peu. La même chose avec l'ordinateur. Comment avoir une vie telle que la nôtre aujourd'hui sans ordinateur? Quasi impossible. Donc là, c'est plus un choix. C'est bien une technique qui devient absolument incontournable, obligatoire, contradictoire avec cette promesse de liberté, de dire, j'aimerais bien pouvoir choisir le genre de technique que je vais utiliser. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas choisir un certain nombre de techniques qui s'imposent, quelles que soient vos intentions. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, peut-être plus crucial encore, mais c'est que ces techniques, en fait, elles ont tendance à nous fragiliser à mesure qu'elles s'imposent dans nos vies. Notamment parce qu'elles se substituent à des techniques qui peuvent être beaucoup plus simples, mais qui, elles, nous garantissaient une certaine autonomie, et dont nous perdons l'usage, dont nous perdons la maîtrise. J'ai parlé de l'obésité. Bon, il y a une technique de déplacement très simple qui s'appelle la marche. C'est une technique. Vous avez appris à marcher. C'est bien une technique. Pas quelque chose, vous ne saviez pas marcher en naissant. Donc, c'est une technique du corps. Cette technique, on en perd finalement la pratique à tel point que ça contribue à nous rendre malades, etc. Et en fait, plus moins on va marcher, moins on va être capable de le faire. Mais avec nos téléphones intelligents, et j'en vois qui sont dessus actuellement, c'est la même chose. Le téléphone devient une espèce de cerveau extérieur, exosomatique, et vient se substituer à certains usages du cerveau, notamment la mémoire. Il y a plein de choses qu'on mémorisait avant. Aujourd'hui, on confie à notre téléphone. À nos risques et périls. Parce que quand le téléphone disparaît dans les toilettes, quand il tombe en panne, quand les systèmes dont on dépend tombent en panne, on se retrouve extrêmement vulnérable, en fait, extrêmement vulnérable. Et incapable, finalement, de subvenir à des besoins auxquels on subvenait avant beaucoup plus facilement, via des techniques beaucoup plus rustiques, mais pas mal efficaces, notamment parce qu'elles étaient autonomes. Alors, donc, plus ces techniques industrielles se développent, donc plus on perd le contrôle, mais plus on est aussi donc soumis à un grand risque, c'est celui de la panne du système. Et puis ça arrive inévitablement, ça arrive toujours, en tout cas de ce que j'observe autour de moi. Donc, je suis pas un spécialiste,
Enfin, on est là-dedans et on vit en tout cas dans cette peur. Et face à cette peur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sécuriser ces systèmes, toujours plus. Donc, leur donner toujours plus de puissance, en fait. Leur donner toujours plus de place dans nos vies, donc toujours plus de coûts sur le plan économique, c'est-à-dire toujours plus de moyens qu'on va dépenser, non pas à produire des choses agréables à la vie, mais tout simplement des moyens qu'on va dépenser pour faire tenir le système. C'est là où on est au service de ces techniques dans une large mesure. Et puis, ça va aussi avoir des coûts externes sur le plan écologique de plus en plus lourds. Donc, voilà les implications de ce troisième problème, là, de ces techniques associées à des grands systèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire donc en matière de technique pour essayer de sortir de là? Comment s'ingénier donc à développer des techniques qui cessent de détruire notre planète, qui cessent d'aggraver, voire de générer des inégalités entre les humains, et qui cessent de nous rendre toujours plus fragiles et vulnérables? Bon, c'est ma question, c'est la dernière partie de mon intervention. Peut-être deux mises au point avant. J'espère avoir été assez clair, mais je pense qu'il faut quand même que je le souligne. Évidemment, je ne suis pas en train de faire un discours anti-technique. Je suis en train de faire un discours anti-technique industriel. Faire un discours anti-technique est complètement ridicule. Depuis qu'il y a de l'humanité, il y a de la technique. Les humains ont développé depuis toujours la technique, puis maintenant on sait même qu'il y a des techniques animales. Donc, au moins, le phénomène technicien, c'est un phénomène indissociable de l'animalité, c'est certain. Donc, être anti-technique n'a pas de sens. C'est bien un type de technique, c'est technosciences qui, à mon avis, pose problème. Deuxième mise au point, il n'est évidemment pas non plus question de renoncer à notre ingéniosité, notamment à la vôtre, et à la quête d'innovation. Au contraire, on va avoir besoin, à mon avis, de beaucoup d'ingéniosité et de beaucoup de bonnes idées nouvelles pour affronter ce qui s'en vient. Simplement, il faut que cette ingéniosité, il faut que cette innovation soit mise au service d'autre chose que la croissance économique, c'est-à-dire en fait le profit, et la puissance technicienne. Alors, une fois qu'on a clarifié ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la perspective low-tech. C'est le mot qui s'est imposé beaucoup ces dernières années. Une ingénierie low-tech, une ingénierie basse technologie, mais ça fait écho à d'autres termes qui ont été utilisés pour désigner à peu près la même chose. Dès les années 70, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Les technologies douces, les technologies intermédiaires, c'était Schumacher, les technologies conviviales avec Illich, les technologies démocratiques avec Mumford. Donc, bon, toutes sortes de réflexions qui allaient toutes dans le même sens, qui tentaient effectivement de penser des techniques qui évitent des problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure. Quels critères se donner pour essayer, quels repères, quelles balises se donner pour essayer de penser une ingénierie low-tech? Quels principes respecter? Évidemment, il faut que ces techniques soutiennent notre capacité d'agir. Donc, oui, on a bien quelque chose qui vient nous aider à agir, à accomplir un certain nombre de choses, des dispositifs qui viennent élargir notre rayon d'action, pour parler comme Illich. Mais, donc, de façon soutenable. Ça veut dire quoi, de façon soutenable? Ça veut dire des techniques qui utilisent pas ou le moins possible de ressources non renouvelables. Donc, une technique qui repose massivement sur du renouvelable, sur du non renouvelable, est une technologie zombie, très probablement. Et si on n'a pas le choix d'utiliser du non renouvelable, il faut l'utiliser de façon au moins non dispersive et de façon durable, de façon à pouvoir réutiliser, etc. Toute une autre conception. Il faut donc parier plutôt sur des techniques qui vont fonctionner à base de ressources dites renouvelables, mais à un rythme tel que le renouvellement de ces ressources va être permis. Autre balise essentielle. Et troisième critère écologique d'une low-tech, il faut que les déchets associés à cette technique soient assimilables par les exutoires de la planète. Tout ce qui sert, tout ce qui vient recueillir nos déchets doit pouvoir accueillir ces déchets sans être complètement perturbé, comme c'est le cas aujourd'hui. Premier critère, la soutenabilité. Deuxième critère, il faudrait que cette technique ne crée pas de maître et d'esclave, ou ne soutienne pas en tout cas un rapport maître-esclave. Là, il y a un très bon critère qui est fourni par un philosophe précurseur de la décroissance qui s'appelle André Gorz, qui dit finalement le bon critère d'une technique, d'un procédé, d'un moyen, devrait être le suivant. Seul est bon pour toi ce qui est bon pour tous. Alors évidemment, on pourrait dire, un téléphone intelligent, c'est bon pour tous. Là, on tombe sur le premier critère de soutenabilité. Non, si on en fait pour tout le monde au rythme où on le fait actuellement, on rentre en contradiction avec le premier critère. Donc, d'où l'importance de les tenir ensemble. Je rajouterai une autre dimension. Il faudrait aussi que cette technique ne puisse pas être appropriée de manière exclusive. En fait, l'idée d'appropriation d'une technique et de contrôle d'une technique me paraît essentielle pour éviter les problèmes de justice. Troisième critère, qui renvoie à la troisième critique que j'ai faite, il faudrait que cette technique soit autant que possible, c'est un principe que je donne, contrôlable par ses utilisateurs.
contrôlable par ses utilisateurs, ça suppose plein de choses. Ça suppose qu'elle n'ait pas besoin d'une infrastructure gigantesque. Ça suppose qu'on soit donc à plutôt une petite échelle. Ça suppose que les compétences soient accessibles aussi au plus grand nombre, que les matériaux, la source d'énergie nécessaire soient aussi accessibles donc à une échelle locale, etc. Ça suppose que cette technique soit modulable, ajustable selon les contextes. C'est ça, il me semble, le critère de contrôlabilité. Voilà pour les critères donnés de façon abstraite. Je vais essayer de donner quelques exemples. Mais d'abord, je souligne les difficultés de la chose, évidemment. Si ça peut vous paraître, enfin, j'imagine que ça vous paraît très romantique comme façon de poser les choses. Mais je pense qu'il y a une direction qui se tient. Après, évidemment, comme le dit Biwix, qui est le pape de la low-tech en France, bon, après, on est forcément dans une logique de compromis. Il faut s'ajuster avec le monde tel qu'il est. Mais il y a une direction qu'il faut donner, et que je viens d'essayer de donner avec mes 3 critères. Soutenabilité, donc justice et contrôlabilité. Alors, vous savez, quelles difficultés? Évidemment, nos vies quotidiennes dépendent aujourd'hui étroitement de technologies zombies. Donc, il n'est pas possible de s'en passer du jour au lendemain et sans se mettre en danger, en fait, même physiquement. Donc il faut penser cette transition, cette rupture. Ces technologies, il faut aussi réaliser, et sans doute que vous le réalisez mieux que moi, elles déploient en fait un travail au sens physique du terme qui est gigantesque. Là, on doit justement à des gens comme Jean Covici en France, ou Nikiforuk ici au Canada, d'avoir pas mal promu la notion d'esclave énergétique, donc en nous montrant à quel point finalement nos vies quotidiennes, les plus ordinaires, reposent sur le travail d'un équivalent de travail humain qui est gigantesque. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui donnent des résultats assez différents, mais enfin, c'est quand même par plusieurs dizaines d'humains que se compte ce soutien de nos machines à notre vie quotidienne. Donc clairement, nos vies sont étroitement liées aujourd'hui à un travail qui est gigantesque. Donc, enlever ce travail-là, c'est effectivement inventer un monde complètement différent. Alors, ce n'est pas d'ailleurs seulement des machines qui soutiennent notre monde, c'est aussi des humains exploités. Notre mode de vie ici, il dépend aussi, dans une large mesure, de l'exploitation d'humains à l'autre bout du monde. L'Internet fréquentable sur lequel vous allez tous les jours, notamment, il est nettoyé en permanence par des petites mains qui sont dans des fermes à clics, en général aux Philippines, dans tous les pays du Sud là, surexploités. Donc des humains qui passent leur journée à regarder des scènes absolument abominables pour en nettoyer le net. Voilà. C'est ça aussi le confort dont nous jouissons aujourd'hui. Donc c'est pas seulement les machines, c'est aussi des humains qui font en sorte que ces machines fassent une job à peu près acceptable. Alors, et puis je dirais, troisième difficulté, c'est qu'il faut bien reconnaître que ces techniques, en dépit de leurs effets pervers, nous libèrent d'un tas de contraintes et de soucis au quotidien. Ouais, ce matin, je suis venu à pied dans la neige. Bon, j'étais bien content au moment de trouver un trottoir dégagé par cette grosse machine dégueulasse qui s'appelle c'est ça. Et donc évidemment que si ces techniques sont là, c'est pas seulement effectivement pour des questions de puissance et des questions de capital, c'est qu'effectivement elles rendent encore un certain nombre de services, nous délivrent un tas de choses. Bon. Mais il y a des coûts que j'ai tenté de souligner tout à l'heure. Comme le dit, je vais citer ça, je l'ai pas donné, mais évidemment, sur notre vulnérabilité, dépendre au quotidien d'un système technique sophistiqué, c'est ce qu'on vit tous et toutes, notamment ici avec l'électricité qui est une source d'énergie centrale dans notre quotidien. Bon, évidemment, quand le système tombe, ça fait très mal. D'où la belle expression d'Alain Gras, sociologue et historien des techniques, c'est la fragilité de la puissance. Nous avons développé une puissance considérable, mais qui est associée aussi à une fragilité considérable. Donc la difficulté, elle est assez bien exprimée par Derrick Jensen, un militant écologiste radical américain. Si au quotidien, l'eau que vous buvez provient du robinet et de la nourriture que vous mangez du supermarché, alors vous défendrez jusqu'à la mort le système qui rend cela possible, puisque votre vie en dépend. Effectivement, on en est un peu là. En revanche, si votre eau provient d'une rivière et votre nourriture d'un territoire, alors vous les défendrez jusqu'à la mort parce que votre vie en dépend. Aujourd'hui, on est plutôt dans le premier cas de figure. C'est un peu le problème qu'on a à résoudre. Une partie du problème relève donc du fait que nous soyons devenus tellement dépendants d'un système qui nous tue et nous exploite, qu'il nous est quasiment impossible d'imaginer pouvoir vivre sans lui et qu'il nous est physiquement très difficile de vivre sans lui. Voilà, donc je souligne ça pour ne pas avoir l'air d'être un pur rêveur. J'ai conscience du fait que, effectivement, nos vies aujourd'hui sont complètement dépendantes de tout ça et qu'on n'en sortira pas si facilement. Alors, on a quand même quelques atouts que je voudrais souligner rapidement avant de finir. Le premier atout,
c'est le corps humain. Le corps humain, c'est quand même un outil potentiel, ce n'est pas un outil en lui-même, mais c'est potentiellement un outil extraordinaire. Et on finit par l'oublier. On finit par l'oublier parce que, comme disait Gunther Anders, on a développé une espèce de honte prométhéenne. On a honte d'être des humains et d'être finalement très, très imparfaits par rapport à nos machines si puissantes et si performantes. Et il en donne un tas d'exemples. Et donc, si on se compare à la machine, comparons-nous, mettons-nous à la hauteur de la machine en tant qu'humain, on a quand même des vrais atouts. Et je crois que ça vaut la peine. Peut-être que là aussi, ça va vous paraître totalement ridicule, mais quand je le fais avec mes étudiants, je vois qu'ils ne le réalisent pas. Bon, en termes d'énergie, quand même, le corps humain est souvent bien moins gourmand en fait, qu'un certain nombre de nos machines très puissantes. Deuxième argument en sa faveur, il est extrêmement flexible aussi en ce qui concerne son approvisionnement, ce qui n'est pas le cas de nos machines. Ils ont besoin d'une source d'énergie, mais ils ne peuvent pas en supporter tellement plusieurs. Troisième argument en faveur du corps humain, bon, effectivement, on voit aujourd'hui des machines qui font des choses formidables, mais la polyvalence du corps humain, du cerveau humain, du corps humain en général, quand même, reste, à mon avis, extraordinaire, inégalée par les machines. Quatrième avantage du corps humain, il a tendance à s'auto-entretenir. En tout cas, il s'entretient de façon relativement facile. 8 heures de sommeil par jour, puis ça fonctionne. Si on le nourrit, donc quelle que soit la source, ça peut tenir un bon bout de temps. Et donc, ça donne une durée de vie aussi pour le corps humain qui est pas mal plus longue que celle d'une machine, en bien des cas, il me semble. Aussi, on pourrait discuter. Avant-dernier argument majeur, le corps humain fabrique son propre remplaçant, ce que la machine ne sait pas encore trop faire. Vous allez peut-être me sortir des exemples qui viennent me contredire, mais il me semble que bon, on est quand même assez costaud là-dessus. On est capable de produire, en plus dans le plaisir, notre propre remplaçant, c'est pas si mal. Et puis, une fois qu'on a disparu, on se recycle quand même assez facilement aussi. Donc, contrairement à toutes ces machines-là qui se recyclent extrêmement mal, qui viennent s'entasser dans des villes africaines où elles sont retraitées par toutes sortes de gens pour essayer d'en retirer quelques onces de métaux. Le corps humain, normalement, se recycle assez bien, quoi qu'il paraît que justement, à cause de tout ce qu'on ingère en matière de particules chimiques de synthèse, en fait, le corps apparemment se désagrège de plus en plus difficilement. C'est un problème dans les cimetières. Là, on enterre les corps. Donc c'est un outil qui est quand même assez extraordinaire. J'ai parlé de oui, on a la grande question du déplacement, c'est la grande question de l'heure, nos émissions de GES, c'est le transport, etc. Voilà, la marche, c'est un moyen de se déplacer qui est d'une extraordinaire efficacité. Pourquoi il y a des humains de ce côté-ci de l'Atlantique? Parce qu'ils sont venus à la marche. Et donc, ça marche. Bien, ça pose toutes sortes de contraintes, mais ça fonctionne. La voix, donc l'apprentissage du langage pour communiquer, pas mal efficace aussi, ce qu'on est en train de faire là. Pas mal efficace et beaucoup plus simple que de passer par ces machines sophistiquées là, qui permettent de suivre des choses à distance. Les mains, évidemment, pour œuvrer, etc. Donc on a à notre disposition déjà ce corps, qui est quand même vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, c'est ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a comme autre atout? Le travail collectif, le travail humain, ça on sait au moins, on sait depuis très longtemps, mais ça a été souligné au XIXe siècle. Le travail collectif humain, il produit plus que la somme des activités individuelles. Donc, travailler ensemble, ça permet de compenser pas mal de pertes de puissance qu'occasionnerait le fait de se séparer d'un certain nombre de machines. Travailler ensemble, ça reste la voie de l'avenir. Par ailleurs, autre atout potentiel, il me semble que les techniques les plus simples satisfont souvent plusieurs besoins en même temps. Là, il s'agit de jouer plutôt la carte de la synergie. En fait, nos techniques sont toujours plus spécialisées, elles sont toujours plus efficaces qu'elles sont spécialisées. Alors qu'en fait, on pourrait avoir intérêt justement à avoir des techniques plus simples, mais qui viennent satisfaire plusieurs besoins de façon symétrique. Je le disais tout à l'heure, je suis venu à pied. Venir à pied, ça vient satisfaire plusieurs besoins. Je viens à mon travail, je me déplace, donc moyen de se déplacer. Mais j'ai fait aussi de l'exercice. J'en ai fait beaucoup ce matin dans la neige, c'est très bien, pas besoin d'aller au gym. Et puis en même temps, pendant 1h30, j'étais pas coincé devant mon écran, j'ai pu réfléchir, j'ai pu penser à ce que j'allais dire aujourd'hui, j'ai pu rêvasser aussi de façon relativement libre, des choses très importantes, j'ai pu imaginer toutes choses que ces machines nous empêchent de plus en plus de faire parce qu'elles captent notre attention à chaque instant de nos vies. Bon. Donc voilà, plusieurs besoins, à mon avis, essentiels qui étaient satisfaits dans une même technique très simple. Je pense qu'on pourrait en développer d'autres. Dernier atout, la nature. Donc, non plus notre corps, mais la nature, qui offre aussi quantité de ressources absolument merveilleuses. Et aussi, on finit par ne plus les voir. Donc, à condition de savoir les repérer, et à condition de savoir saisir ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on est un peu chic, les affordances, les potentialités que la nature nous offre. Bon.
Par exemple, une chose dont on pourrait se passer, c'est le soleil. Le soleil, c'est une source de lumière quand même assez géniale. Voilà, regardez, comme c'est à peu près, c'est ce qu'on vit au jour le jour. Donc, on a une source lumineuse gratuite, bon, qu'on n'utilise pas. Là, il y a quelque chose de complètement insensé. Mais c'est aussi une source de chaleur qu'on utilise très peu, hein, encore très très mal. Bon, donc, et pourtant c'est là. Donc, comment penser à un monde qui profite véritablement de ce truc qui nous est donné a priori gratuitement. La question des infrastructures. Bon, au Québec, en été, on a un réseau de cours d'eau qui potentiellement offre des possibilités de circulation qui sont quand même remarquables. Alors, évidemment, l'hiver, c'est fini, mais on peut circuler autrement, sur la neige, etc. Donc, c'est ça une affordance, hein, se servir des potentialités d'un territoire qui sont complètement oubliées aujourd'hui. La question du climat aussi. On peut utiliser le climat de façon beaucoup plus correcte que ce qu'on fait aujourd'hui. Plutôt que d'essayer de faire pousser des tomates en hiver au Québec, on pourrait peut-être utiliser justement les temps hivernaux pour des usages beaucoup plus pertinents que celui-là. Donc voilà, notre corps, ses affordances, le jeu de la synergie, le travail collectif, le travail humain ensemble, il me semble qu'on n'est pas complètement diminué. Et puis je dirais que peut-être qu'effectivement, il faut... c'est une question que je lance là aussi de façon un peu provocante avec des ingénieurs. Je m'appuie sur Claude Lévi-Strauss, un grand anthropologue français qui après avoir travaillé sur la pensée dans les sociétés traditionnelles, faisait en quelque sorte une comparaison entre la façon de penser dans les sociétés traditionnelles et la façon de penser dans notre monde. Et il opposait le bricoleur et l'ingénieur. Et le bricoleur, c'est celui qui fait avec les moyens du bord, avec ce qu'il y a. L'ingénieur, lui, il a tendance en fait à imposer au monde son projet. Il élabore un projet qui va imposer au monde. Alors, ce que j'ai tenté d'esquisser là, c'est effectivement une stratégie qui consisterait non plus à s'imposer au monde, à imposer un projet, mais faire avec les potentialités de ce monde et ses affordances. Donc, dans une logique peut-être plus proche de celle du bricolage. Et là, ça a toutes sortes d'implications. Il faut concevoir donc une toute autre organisation de nos sociétés, hein, des formes de vie sociale qui ne dépendraient plus des technosciences. J'ai parlé de la marche, on en fait l'apologie. Si on veut que la marche redevienne effectivement un moyen de se déplacer efficace, il faut repenser complètement l'organisation de nos villes et de nos vies quotidiennes. Donc, Mumford le disait assez bien. Nous ne pourrons venir à bout de la surabondance des automobiles qui encombrent et détruisent nos villes qu'en redessinant ces villes de façon à favoriser un agent humain plus efficace, le marcheur. Voilà. Repenser des formes de vie, notamment en termes d'urbanisme, qui vont rendre la marche finalement tout à fait pertinente. Donc on sort là de la discussion moteur à essence, moteur électrique, on sort du transport collectif, transport individuel, on est complètement ailleurs. On est plutôt dans la réflexion donc, en termes urbanistiques de comment est-ce qu'on peut créer des milieux de vie complets, hein, où en fait on peut vivre dans un espace où on va être bien et en marchant on va aller là où on a besoin d'aller, ni plus ni moins. Donc ça va impliquer à mon avis trois choses, une relocalisation de nos existences. Alors, j'insisterai relocalisation ouverte, c'est-à-dire qu'il faut que les humains puissent quand même puissent circuler où ils veulent et que les idées puissent circuler. C'est pas trop le cas aujourd'hui, hein, dans la mondialisation. En fait, ce qui circule très bien, c'est les riches, et le capital et les marchandises. Les humains, c'est de plus en plus difficile. Il faut inverser plutôt ça, c'est que les moyens d'existence soient sous contrôle local, et que les humains, s'ils ont besoin de bouger, puissent bouger. La perspective dans laquelle il faut penser cette relocalisation, c'est la subsistance. Remettre en valeur l'idée de subsistance. Hein. Vivre pour subvenir à nos besoins. Alors, voilà quelque chose de tout à fait noble. Et non plus vivre soit pour contribuer à la croissance, soit pour contribuer donc à la toute-puissance technicienne. Donc, ce serait la perspective, la subsistance. Il va falloir aussi très probablement désurbaniser en partie nos modes de vie. Donc, là aussi, Biwix, que j'évoquais tout à l'heure, fait partie de ceux qui travaillent aujourd'hui à cette idée de désurbanisation. Ça ne veut pas dire abandonner les villes, mais très certainement défaire les très grandes métropoles dans lesquelles on vit actuellement, qui ne sont pas soutenables, qui posent toutes sortes de problèmes, qui sont très vulnérables aussi, pour aller vers des villes beaucoup plus petites et une revitalisation des villages et des campagnes. C'est ce travail humain dont je faisais l'apologie tout à l'heure, ce travail collectif, il va falloir qui se déplace. Donc démétropolisation, et puis organisation de nos sociétés à une échelle qui serait une échelle régionale. Tout ça va que je pense que c'est l'échelle pertinente. Et puis, je suis en train de travailler sur un concept qui est lui aussi pas tout neuf, le concept de biorégion, qui avait émergé dans les années 70 aux États-Unis, en Californie. Et c'est cette idée qu'en fait, il faudrait peut-être essayer de s'inventer des modes de vie
dans des régions donc, qui présentent une certaine unité écologique et par ailleurs aussi une certaine unité en termes de communauté. Donc, et vivre en fonction de ce lieu et de ses caractéristiques. Donc voilà, je lance l'idée, mais je pense que c'est pas mal la direction dans laquelle il faudrait aller. Est-ce que c'est un virage impossible? Je ne crois pas l'avoir donné dans mes précédentes interventions, mais l'exemple de Cuba est assez intéressant. À prendre avec des pincettes, parce qu'évidemment, l'information venant de Cuba, ça mérite plusieurs vérifications, mais il me semble que le cas est quand même assez fascinant. Cuba, en fait, a vécu non pas une décroissance au sens où je l'entends, qui serait volontaire, mais une dépression violente, en fait, avec la chute du mur, donc après 1989, ce qu'ils ont appelé la période spéciale. Donc, parce que c'est très très spécial, en fait, ils dépendaient complètement pour exister de l'URSS, en fait, et donc ils ont vu la fin des approvisionnements en machines, en pétrole, en engrais, en pesticides, mais même aussi en produits alimentaires, parce que eux, en fait, échangeaient avec l'URSS, je me souviens bien du sucre de canne. C'était spécialisé là-bas. Donc, période extrêmement embêtante, très dangereuse pour Cuba, à laquelle s'ajoutait l'embargo américain. Vraiment, gros danger, quoi. Gros danger, notamment sur le plan alimentaire. Par la force des choses, donc j'insiste, évidemment, ce n'est pas volontaire. Et ce que je propose, évidemment, devrait être fait de façon volontaire, mais par la force des choses, les Cubains ont mis en place en fait un système agricole qui a été tourné vers la souveraineté alimentaire. Vous n'avez pas le choix. Il fallait qu'ils deviennent effectivement souverains, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, au Québec ou ailleurs, mais il fallait qu'ils le deviennent. Un système aussi en partie décentralisé, parce que ils avaient beaucoup moins accès à des moyens de transport motorisés. Donc il a fallu lâcher la bride aussi en termes de contrôle centralisé de l'organisation du système agricole cubain. Ils ont donné de l'autonomie, davantage d'autonomie finalement, notamment aux producteurs agricoles. Un système qui était démécanisé, il n'y avait plus de pétrole, et puis il n'y avait plus de pièces de machines, donc il a fallu se réinventer effectivement des techniques agricoles, notamment à base d'énergie animale, pour faire face à cette pénurie. Et puis un système qui reposait sur des principes agroécologiques. Par la force des choses, là aussi, ils ont fait de l'agroécologie sans le savoir et sans le vouloir. Mais apparemment, ça a marché. Il semble que ça ait marché. En tout cas, il n'y a pas eu des milliers de morts de faim à Cuba. Il semble, j'ai même lu, encore à vérifier, que sur le plan sanitaire, il semblerait même qu'ils aient fait des progrès, c'est-à-dire que les corps cubains étaient en meilleure santé après qu'avant. Ils avaient commencé à arrêter de bouffer de la bouffe industrielle et à bouffer de la bouffe bio qu'ils avaient produite eux-mêmes. Bon. Et puis donc des réussites sur le plan écologique aussi et finalement économique. La preuve, c'est que l'IDH, l'indice de développement humain de Cuba, est resté assez haut. Et ce que Cuba a réussi à faire pendant quelques années, c'est d'avoir un indice de développement humain comparable à ce qu'on a dans les grands pays occidentaux les plus riches, mais une empreinte écologique qui, elle, était bien différente de celle qu'on a dans les grands pays riches. En fait, quand on est riche, en général, on a une empreinte écologique insoutenable. Quand on est pauvre, on a une bonne empreinte, mais on n'a pas de quoi vivre correctement. Voilà, c'est un graphe du PNUD, un programme des Nations Unies pour le développement 2013, qui met Cuba dans une petite case tout seul, en fait, qui est en haut à gauche, vous voyez, Cuba. Donc on est en dessous de la limite de biocapacité terrestre, compte tenu du nombre d'habitants à Cuba, à peu près à 2 hectares globaux par habitant. On est en dessous aujourd'hui, et puis on est par contre au-dessus de la barre de l'indice de développement très élevé. Voilà. Donc, alors, là encore, j'insiste, ça n'a pas été fait volontairement, ça n'a pas été fait démocratiquement, donc c'est absolument pas ce que je préconise, mais l'exemple montre que en peu de temps, il est peut-être possible effectivement de développer des moyens de faire face à la disparition ou en tout cas la dégradation des systèmes techniques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vers ça? J'en sais rien. Il me semble que le plus probable, je ne suis pas plus devin que vous, c'est que les sociétés de croissance appuyées sur des techniques industrielles toujours plus sophistiquées vont se perpétuer encore un moment. Mais je pense qu'il est aussi très probable que ces sociétés butent sur toutes sortes de limites, à commencer par les limites biophysiques planétaires. Et donc ça, quand ça va se faire, je ne sais pas, mais la perspective d'un déclin de nos sociétés, de toute façon, me paraît quand même assez inévitable. Mais on est sur l'avenir, ça reste ouvert. La grande question, elle n'est pas d'ordre technique, en fait, elle est d'ordre politique. C'est de quel monde voulons-nous? De quel monde voulons-nous pour avancer? C'est ça la grande question.
Alors, en ce qui me concerne, ce que j'ai suggéré ma réponse. Dans la situation actuelle, il me semble qu'il ne s'agit pas seulement de sauver la nature. Il s'agit aussi de sauver un minimum de justice et la liberté. La liberté entendue au sens d'autonomie. Pouvoir décider comment nous voulons vivre. Ce qui, à mon avis, n'est pas une promesse tenue par notre système. Et donc, il va falloir, enfin, pour moi, il faudrait développer des techniques qui peuvent favoriser ces trois initiatives. Je termine sur une citation, je ne crois pas l'avoir mis, de André Gorz, qui reprend ce que je viens de dire, mais qui le formule mieux. Que voulons-nous? Ne répondez surtout pas que cette question est secondaire et que l'important, c'est de ne pas saloper la planète au point qu'elle devienne inhabitable. Car la survie non plus n'est pas une fin en soi. Vaut-il la peine de survivre, comme se le demande Ivan Illich, dans un monde transformé en hôpital planétaire, en école planétaire, en prison planétaire, en usine planétaire, et où la tâche principale des ingénieurs de l'âme sera de fabriquer des hommes adaptés à cette condition? Voilà. À mon avis, non, mais on peut discuter. Merci de votre attention.